La plupart des gens utilisent le mauvais modèle ChatGPT sans même s'en rendre compte. Quand tu ouvres le menu, tu tombes sur 46 GPT, c'est le bordel. Mais choisir le bon modèle peut tout changer. Des réponses plus rapides, des résultats de meilleure qualité et même des fonctionnalités cachées que personne n'utilise. Je vais faire simple parce que OpenAI, eux, ne l'ont pas fait. Leurs noms sont juste absurdes. On commencera par les modèles de base que tout le monde utilise, puis on verra ceux qu'il vaut mieux activer selon tes besoins. Commençons par GPT-4o, le généraliste. Il est rapide, c'est le modèle par défaut pour la plupart des utilisateurs et honnêtement, c'est mérité. Il est excellent sur un large éventail de cas d'usage comme un couteau suisse. Tu veux un résumé rapide d'un article de blog? Il gère. Tu veux 10 titres accrocheurs pour une vidéo YouTube sur les différents modèles de ChatGPT? Il te sort des pépites. Tu veux décrire ce qui se passe sur une photo? Il m'a littéralement aidé pour plein de trucs juste en analysant des photos que je lui envoyais. C'est fluide, rapide et étonnamment bon pour les tâches créatives ou ouvertes. C'est mon assistant principal pour 40 à 50% de mes usages. Si tu crées un chatbot pour des clients, par exemple, ces réponses rapides en font un choix parfait. Mais ne l'utilise pas pour des calculs comptables ou du code critique. Je vais utiliser le même test simple sur les modèles pour comparer. Explique les avantages et inconvénients de l'énergie nucléaire vs solaire en détail et avec source. Il va te donner une bonne vue d'ensemble très rapidement, mais ça reste superficiel, il zappe les nuances, peut se tromper et si tu creuses, les limites ressortent vite. Il parle avec confiance même quand il hallucine. Pour un usage quotidien, des tâches simples à moyenne, c'est le bon choix. Mais si tu veux de la précision ou de la profondeur, il faudra passer à un autre modèle. Posons maintenant la même question. Explique les avantages et inconvénients de l'énergie nucléaire versus solaire en détail et avec source. Mais cette fois, on la pose à GPT-o3. Là, j'envoie directement le prompt et tu vas tout de suite remarquer une différence. Il se met à réfléchir. Tu vois littéralement son raisonnement étape par étape. Il commence par se demander comment structurer la réponse. Ensuite, il identifie les points clés à explorer, puis il cherche des sources pour chacun d'eux. Et parfois, tu le vois dire un truc du genre « Ah, ça c'est une bonne source, je la garde ». C'est fascinant à regarder. Il réalise où il manque d'infos, il cherche de nouvelles sources pour combler les trous, coûts, capacité, empreinte carbone, etc. Il affine ses arguments, comble les lacunes, cherche d'autres références et construit une vraie réponse complète. Temps total, quelques secondes. Le plus cool, tu peux ouvrir une boîte pour voir chaque étape de son raisonnement. C'est là qu'il brille. Un vrai raisonnement en plusieurs étapes, pas juste un texte balancé d'un coup. Visuellement, ça peut ressembler à ce que GPT-4 t'aurait sorti, mais le fond est bien plus solide. Il étaye ses affirmations avec des sources fiables. Il fait ses propres calculs quand c'est nécessaire. Il capte les nuances que GPT-4 oublie. Tu peux même aller plus loin en demandant au 3 de critiquer la réponse du 4. Résultat, il a relevé des chiffres dépassés, des conclusions trop simplistes, une affirmation carrément fausse. C'est là le piège avec GPT-4. Il a l'air intelligent, surtout sur des sujets que tu ne connais pas. Mais si tu t'y connais un peu, tu verras vite qu'il lisse la complexité, utilise des infos datées ou invente carrément. Ça arrive beaucoup moins avec GPT-3. Pas zéro erreur, mais beaucoup moins. Son raisonnement est clairement d'un autre niveau. Et ça compte, que ce soit pour des trucs costauds comme maths complexes, 10 personnes autour d'une table, A et B doivent être voisins, C et D ne doivent pas l'être, combien de combinaisons possibles, philo ou débat profond, arguments pour et contre le panpsychisme, problèmes logiques du quotidien, juridique, business, sport, etc. Oui, GPT-3 mettra un peu plus de temps au début, mais tu gagnes du temps au final. Avec GPT-4, tu auras besoin de 3 ou 4 relances pour arriver à un bon résultat. Avec GPT-3, souvent, ça sort bien dès la première fois, même sur des questions simples du quotidien. Mon fils me demande ce qu'on peut donner à manger à un escargot qu'il a trouvé. GPT-4 suffit. Mais quels insectes on peut attraper en Pennsylvanie, mettre dans un terrarium qui cohabite bien et demande peu d'entretien? Là, GPT-3 est clairement plus efficace. En résumé, il réfléchit à ta place et ça se sent. Posons maintenant une dernière fois la même question. Explique les avantages et inconvénients de l'énergie nucléaire et solaire en détail avec des sources. Mais cette fois, on ouvre la boîte à outils et on sélectionne le mode recherche approfondi. Une fois le mode activé, il commence toujours par te poser une série de questions pour clarifier ton intention parce qu'il va creuser en profondeur. Tu réponds et là il disparaît pendant quelques minutes, en général 5 à 10 minutes selon la complexité du sujet. Pendant ce temps, il fouille le web, analyse des études, articles, données publiques, décompose les arguments, fait des calculs de compromis et organise tout ça pour te sortir une réponse claire. Ça ressemble à GPT-3 côté raisonnement parce qu'il s'en sert comme cœur logique, mais la recherche approfondie va encore plus loin. Pour les tâches simples, comme extraire un tableau, il appelle un modèle plus rapide comme GPT-4 mini.
Ensuite, il passe les données récoltées à GPT-3 pour les analyser en profondeur. Et ce que tu reçois, ce n'est pas juste une réponse, c'est une mini-revue de littérature. Tu obtiens une structure claire, plusieurs points de vue argumentés, des citations directes et des liens vers les sources réelles. Une conclusion qui pèse réellement le pour et le contre en fonction des preuves. Oui, c'est lent. Oui, c'est limité en nombre d'utilisations. Mais quand tu veux une réponse sérieuse, fondée sur des sources réelles et variées, c'est l'outil parfait. Idéal pour écrire des articles de blog documentés, préparer des présentations ou interviews, faire du travail académique ou récupérer des données fiables et récentes. À retenir, ce n'est pas fait pour répondre vite, c'est fait pour les grosses questions qui nécessitent des preuves. Pense-le comme ton assistant de recherche perso. Très bien, même question, 3 résultats très différents. Ça vaut le coup de faire un petit récap, car ces 3 approches sont de loin les plus utiles pour la majorité des cas, surtout pour un usage occasionnel. GPT-4, le généraliste. Il nous a donné une vue d'ensemble rapide et fluide, parfait pour comprendre un sujet en surface en mode conversation. Mais il ne creuse pas, il hallucine parfois et son raisonnement peut être faible, à ne jamais citer dans un travail sérieux. GPT-3, le professeur. Il a ralenti, structuré les idées et produit une comparaison logique et argumentée avec analyse réelle. Beaucoup plus solide, cohérent et pertinent pour aller plus loin que la surface. Deep Research, le chercheur. Là, on passe en mode académique complet. Il a sorti des sources réelles, des citations, des liens et a écrit comme dans un rapport de recherche. GPT-3 est souvent le meilleur choix pour raisonner. Plus rapide, plus interactif, plus itératif. Deep Research, c'est quand tu veux comprendre à fond un sujet précis. Tu laisses ChatGPT disparaître 10 minutes, il fouille tout Internet et il revient avec le meilleur raisonnement, les meilleures données et des vraies preuves. Parlons maintenant de GPT 4,5. C'est un peu une carte surprise. Ce n'est pas le meilleur pour raisonner, coder ou faire de la recherche, mais il brille dans un domaine précis, le ton. Si tu veux un texte qui sonne naturel avec du rythme, de la personnalité ou une touche émotionnelle, c'est le bon modèle. La différence n'est pas énorme, mais elle se sent. Exemple, prompt, crée une description persuasive pour une montre connectée de luxe utilisant un langage sensoriel. C'est très bon copywriting et c'est là que GPT 4,5 brille vraiment. Marketing, branding, publicité, mais aussi écriture créative. Deuxième test, prompt décrit un soir d'été dans une ville désertée, mais rend le doux et poétique. Magnifique écriture, surtout vu le peu de consignes données. GPT-4 a fait d'énormes progrès dans l'écriture créative, mais GPT 4,5 est encore plus fluide, plus élégant. Par contre, ne l'utilise pas pour des maths, des énigmes logiques ou des recherches factuelles. Ce n'est pas son domaine. Utilise-le quand tu veux. Une voix forte, un ton travaillé ou de l'émotion dans ce que tu écris. Texte descriptif, stylisé, pub, storytelling. Dernier point, GPT 4,5 est en aperçu uniquement et pourrait disparaître une fois que GPT-4 sera totalement mis à jour pour gérer le style. Les mises à jour de mai ont déjà réduit l'écart, donc il ne restera peut-être pas longtemps. Mais pour l'instant, c'est ton meilleur co-auteur quand il s'agit de style et d'émotion. GPT 4.1, le codeur. C'est le modèle qu'Andrej Karpathy a recommandé pour le vibe coding codé de manière fluide et rapide et il a raison. Le 4.1 est excellent pour le code et pour suivre des consignes détaillées à la lettre. Mais son vrai super pouvoir, c'est la taille de sa fenêtre de contexte. Sur l'interface ChatGPT, il est limité à 32 000 tokens. Mais via l'API, GPT 4.1 peuvent monter jusqu'à 1 million de tokens. C'est énorme, surtout si tu bosses avec des transcriptions longues, des documents juridiques complets ou de gros projets de code. En résumé, GPT 4.1 via l'API est souvent le meilleur outil quand tu veux traiter de très gros volumes de texte ou faire du développement avancé. GPT 4.1 mini, c'est une version junior de GPT 4.1, même comportement général mais plus rapide, moins cher et un peu plus brut de décoffrage. Il supporte quand même la fenêtre de contexte d'1 million de tokens via l'API, ce qui le rend ultra utile pour bosser sur des fichiers longs, des transcriptions, des docs juridiques, des CSV ou des bases de code entières. Par contre, les réponses seront moins polies et moins fiables. Pour te donner une image claire, GPT 4.1, c'est le développeur senior, précis, rigoureux, constant. GPT 4.1 mini, c'est le stagiaire motivé, rapide, comprend bien l'idée, mais parfois tu dois repasser derrière. Il ne va pas raisonner comme GPT-3, ni écrire comme GPT 4.5, mais il est efficace, capable et bon marché. Si tu cherches de la rapidité avec un bon raisonnement, GPT-4 mini est ton allié. Si tu veux un peu plus de précision, notamment en maths ou code, alors passe à GPT-4 mini high. Ces deux modèles sont très utilisés en coulisses par les développeurs, chercheurs et les utilisateurs expérimentés qui ont besoin d'un bon compromis entre performance, coût, quota et spécialisation par tâche.
GPT-4 Mini High, c'est le même modèle que GPT-4 Mini, mais avec plus de puissance de calcul par token. Il brille dès que tu veux, des calculs solides, une logique rigoureuse. En clair, GPT-4 Mini High, c'est la solution quand tu veux des perfs scientifiques, tu as besoin de rigueur, mais tu traites aussi beaucoup de volume. Voici le point clé à retenir. Chaque modèle a sa spécialité, mais la plupart des gens n'en utilisent qu'un seul. Si tu utilises GPT-4 pour tout, tu passes à côté de la précision, de la créativité et de fonctionnalités puissantes. Utilise chaque modèle comme un outil dans une boîte à outils. Voilà, à toi de jouer et n'hésite pas à récupérer ton cadeau en description et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi.